Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Unilever? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, je tiens à préciser que ceci, c'est uniquement mon avis et ça ne représente aucunement un conseil d'investissement. La première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on va se dire qu'on est stabilité des revenus ici, à partir de cette période-ci. On a à peu près 5 milliards, 52 milliards 400 en date d'aujourd'hui. Au niveau de la croissance des bénéfices, vous remarquez que sur les 10 dernières années, c'est 1,22%. 5 dernières années, c'est moins 10%, moins 0,10%. Et sur les 3 dernières années, c'est 0,95%. Donc, retenez également que le Covid est passé par là en 2020. C'est la raison peut-être pour laquelle on a à peu près des revenus qui sont à peu près en berne en date d'aujourd'hui. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croissance dans le futur. C'est jamais une entreprise qui a un pricing power. Donc, elle peut s'en sortir dans le futur, notamment quand on parle d'inflation. Maintenant, quand on regarde ici la marge brute, stabilité ou croissance des marges brutes, on a une stabilité des marges brutes, on aime ça, c'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, stabilité ou croissance des marges EBITDA, on remarque ici qu'on a une croissance des marges EBITDA. J'aime ça, c'est-à-dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. C'est-à-dire qu'elle dépense de moins en moins d'argent en dépenses opérationnelles, donc ce qui lui permet d'avoir des marges opérationnelles un tout petit peu plus élevées. Mais également, il faudrait vérifier, est-ce que c'est parce qu'on investit moins dans le marketing, d'accord? Parce que le marketing, si vous investissez moins dans le marketing pour une compagnie pareille, à court terme, il y aura des marges élevées, mais à long terme, ça pourra avoir un impact au niveau des revenus de l'entreprise. D'accord? Donc, ici, j'aime ça, c'est un checkmark, mais il faut également savoir pourquoi. Alors, maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? Oui, une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2,3. On remarque ici que la dette nette est à peu près élevée en date d'aujourd'hui et à chaque fois que cette dette nette est élevée, c'est parce que l'entreprise a fait une acquisition. Donc, quand elle fait une acquisition, elle rembourse, elle fait une acquisition, elle rembourse. Donc, dans tous les cas de figure, c'est inférieur à 5. J'aime ça, c'est un checkmark. Au niveau de la marge des free cash flow pour notre évaluation, je vais prendre ici à peu près 13%. D'accord, c'est à peu près sur ça que l'entreprise planche pour les années à venir. Donc, vous remarquez également que cette marge-là augmente ici. Donc, on est de plus en plus efficient, donc où on augmente de plus en plus les prix. Dans tous les cas de figure, j'aime ce que je vois ici. Donc, c'est 13% que je vais prendre pour notre évaluation. Donc, pour la croissance, je ne prendrai pas de croissance du tout parce que la croissance est à peu près... Il n'y a pas une grande... Voilà, la croissance est presque à 1%, donc on va le laisser comme ça, 52 milliards 400, on va se dire que au moins si on peut maintenir le 52 milliards 400 pour les années à venir, c'est déjà une bonne chose. Donc au niveau des PER, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Je prends des PER ici aux alentours de 17, d'accord, 20, d'accord, et 22. Ça, c'est le maximum. Donc ici, quand vous regardez la moyenne, c'est 17,62. En date d'aujourd'hui, on est à 17, donc on pourrait se dire qu'on est correctement évalué. Donc on est ici, 17, 20 et 22. Donc la valeur va se situer dans cette zone-ci. Donc en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai pris 17, 20 et 22 pour un revenu de 52 milliards 400, 13% de marge bénéficiaire, ça donne ici de free cash flow, ça donne ici 6 milliards 812, donc multiplié par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne 36 $ l'action. Quand on fait le même calcul avec 20 fois les bénéfices, ça donne ici 44 $ l'action. On peut se dire 45 $ parce que c'est 44,98. Et quand on fait 22 fois les bénéfices, ça donne à peu près 50 $ l'action. Donc, moi, personnellement, je vais me situer à ces niveaux-ci. D'accord? Donc, je me dirais que c'est 45 $ l'action. D'accord, la valeur en date d'aujourd'hui qui prend en considération des free cash flow de 13%, des revenus à peu près stables aux alentours de 52 milliards 400. Donc, au prix actuel de 44,48 $, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée et ça ne prend pas en considération une quelconque croissance des revenus. Donc la croissance est à la fois organique et inorganique, donc on pourrait avoir une croissance dans le futur également. Donc au niveau du dividende ici, en date d'aujourd'hui, on a un dividende aux alentours de 4,50%, donc 4,5% en termes de dividende. Et voilà, les free cash flow yield ici, donc le rendement de free cash flow, c'est-à-dire que si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividende, vous aurez un rendement de 5,86%. C'est ce qui est important. D'accord? Regardez la croissance des free cash flow. Ne vous limitez pas à la croissance des dividendes. D'accord? Donc ici, le dividende en date d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est 4,50%. Donc voilà, vous voyez 4,20 ici, donc c'est 4,50%. Dans tous les cas de figure, vous remarquez que la ligne blanche ici, donc celle-ci, c'est nos free cash flow. Et la ligne bleue ici, c'est nos dividendes. D'accord? Donc le rendement des free cash flow doit toujours être supérieur au rendement du dividende. C'est-à-dire que l'entreprise distribue généralement à peu près 70% de ce qu'elle gagne en termes de dividendes. Donc on est déjà à une marge assez élevée dans le futur. Donc moi, personnellement, ce genre d'entreprise-ci, je préfère acheter l'entreprise aux alentours de 10, avec un rendement des free cash flow de 10%.
d'accord? Je dis bien un rendement des free cash flow de 10%. C'est-à-dire que si l'entreprise me révèle la totalité des free cash flow en termes de dividendes, j'aurai un rendement de 10%. D'accord? C'est ma préférence. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, je n'achèterai pas cette entreprise à ce prix-ci, mais ça, c'est mon avis. Personnellement, je voudrais avoir cette entreprise, voilà, aux alentours, on va se dire, si les planètes s'alignent, on peut se dire aux alentours des 30 $ l'action. D'accord? 30 $ l'action, ce serait le prix, mon prix idéal. Ça, c'est le mien. C'est le mien. D'accord? Donc, la valeur est aux alentours des 45 $ et cette valeur-là inclut des marges de 13% des free cash flow ainsi qu'un multiple de 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, si vous pensez qu'on peut avoir un multiple supérieur à 20 fois les bénéfices, vous pouvez choisir une marge supérieure. Donc, peut-être que vous serez à 50. Et moi, je ne veux pas avoir précisément raison. Je veux avoir le moins de tort possible. Donc, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise m'intéresse, je vais attendre aux alentours des 30 $ à l'action. Ça, c'est mon prix. Donc, c'est tout pour Unilever ici aujourd'hui. Pour le dividende, ceux qui aiment les dividendes, c'est une entreprise qui est safe par rapport aux dividendes, mais en tant qu'investissement à long terme, personnellement, je pense qu'on pourrait trouver mieux sur le marché. Donc, ici, c'est tout ce que je peux dire par rapport à Unilever et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.